Bonjour. Il est communément admis que les pierres de Sacsayhuaman ont été taillées, mais j'ai une autre histoire à vous proposer. Chapitre 1. L'ordre d'emboîtement. Quand j'ai regardé la forteresse pour la première fois, je me suis aperçu que certaines pierres semblaient être réalisées en fonction de la forme des pierres situées au-dessus d'elles, c'est-à-dire qu'elles épousent la forme des pierres déjà présentes. Je m'explique. Si on moule des pierres les unes contre les autres, alors elles prennent le négatif des pierres déjà installées. Seul le haut des pierres est creusé. Et donc, avec ce raisonnement, ces pierres ne pouvaient être arrivées qu'après celles du dessus. C'était étrange. Alors j'ai regardé le mur d'à côté et même constat, et pareil pour tous les autres murs. On peut constater que le bas du moulage a toujours 3 côtés maximum, ce qui n'est pas le cas pour le haut du moulage. Sur cette photo, j'ai utilisé une couleur différente pour chaque nouveau moulage, pour mettre en évidence que le bas du moulage n'a besoin que de 3 de ses côtés maximum. Le bloc vert et le bloc bleu étant les exceptions. On peut voir que le mur le plus haut, réalisé avec de plus petits blocs, est formé de bien moins d'emboîtements. J'ai donc tracé complètement les blocs creusés. Cette rareté est peut-être due à une technique différente pour les blocs plus petits. Je n'ai trouvé que 2 exceptions sur des milliers de blocs, la flèche bleue faisant partie du chapitre 3. Pour reconnaître ces formes, c'est assez facile. Les pierres ont la forme d'un L, avec le pied à droite ou à gauche, ou bien elles ont les deux. Après tout ça, on peut facilement penser que ça n'est pas un hasard et que les pierres du haut ont d'abord été formées, puis celles du bas, même si j'en conviens, mouler en premier les pierres du haut semble beaucoup de travail inutile. Chapitre 2. Le moulage. Plutôt que d'abandonner cette idée, allons plus loin. Et si les pierres étaient travaillées ailleurs, puis déplacées vers la forteresse ? C'est là que l'hypothèse de moulage prend plus de force. Peut-être que les pierres ont été moulées dans la terre, les unes contre les autres, comme du carrelage, puis déplacées pour construire le mur. Un simple badigeon de terre pour éviter qu'elles ne collent entre elles au démoulage. Et, puisque les hisser a l'air contraignant, alors peut-être qu'elles ont été moulées à l'étage supérieur pour ensuite être disposées plus bas et ainsi ériger le mur. Ça répond également à la question de la nécessité d'une multitude de moules pour ces blocs tous différents. Mais alors, si elles ont vraiment été moulées, il y a peut-être des indices. Je vais donc vous montrer les hypothèses et les vérifier par l'observation, en gardant en tête que l'on peut faire une multitude de réalisations avec la chaux, et je veux mettre en évidence les grandes tendances de travail. Chapitre 3. Les moulages des jonctions. D'après mon hypothèse, et puisque la forteresse est une série de murs en zigzag, alors les pans de murs ont été reliés après qu'ils soient bâtis. Et si les murs sont également reliés par des moulages, alors chaque moulage ayant pour rôle de les relier devrait avoir sa partie haute horizontale, comme ça l'est pour tout niveau de liquide. En regardant ces jonctions, on s'aperçoit que c'est le cas. La plupart des pierres des angles sont jointes sur un plan horizontal. Je n'ai pas vraiment trouvé de contre-exemple, étant donné que certaines ont l'air cassées. Chapitre 4. Absence de manutention. Si ces pierres qui permettent de relier les murs entre eux ont été moulées sur place, alors on ne doit pas non plus y voir de protubérances, souvent supposées aider à la manutention, que ce soit pour les jonctions des angles entrants ou sortants. Et, pareil que précédemment, c'est en effet ce qu'on observe sur toute la forteresse. Les portes de la forteresse ayant de temps en temps des protubérances, ça pourrait être un indice qu'il y avait un avantage à les façonner ailleurs, et surtout que la technique était là. Chapitre 5. Les teintes. Peut-être qu'on peut voir une différence de matière entre les blocs et les carrières. Nous devons nous diriger en bas de Sacsayhuaman, à Cusco, où l'observation est plus révélatrice. En effet, on observe que les pierres ont une couleur bien plus homogène que ce que la roche ne présente. On peut même constater une série de pierres qui se suivent de même teinte, ce qui peut laisser penser que ces pierres réalisées en même temps aient reçu un même mélange. Le mur pouvant servir ça et là de chronologie de la réalisation. Chapitre 6. Les empreintes de blocs de la carrière comparées à celles de la forteresse. Dans la carrière, que nous disent les traces de travail de la pierre ? Déjà, on peut dire que les empreintes de blocs des carrières ne ressemblent pas du tout aux blocs de la forteresse. Les blocs de la forteresse sont ronds, alors que les traces de la carrière sont plutôt à angle droit. Quel intérêt de faire des coupes dans la roche, alors qu'en détacher des morceaux avec des coins est plus efficace ? Aurait-il préféré tailler dans la roche à un endroit où l'accès était potentiellement accidenté ? J'ai du mal à le concevoir. Par contre, gratter la roche et la transporter dans des paniers paraît déjà plus réaliste.
Chapitre 7. Les volumes de la carrière comparés à ceux de la forteresse. À propos, c'est pareil. Beaucoup de petits volumes sont dégagés des carrières, alors que les pierres sont gigantesques. On trouve également des pierres travaillées et laissant une empreinte de bloc, alors qu'elles auraient pu servir directement comme bloc. Chapitre 8. Revenons aux coupes à angle droit que l'on observe dans certaines carrières, souvent appelées empreintes de bloc. Si on suppose que les pierres ont été moulées, alors de la roche a été réduite en poudre. Dans ce cadre, les carrières présentant des empreintes de bloc pourraient correspondre à des zones d'extraction de cette matière broyée, utilisée ensuite pour produire de la chaux. Surtout que ces découpes ne suivent pas la veine de la roche, mais sont toujours quasiment verticales et horizontales, ce qui pourrait plus s'apparenter à de la recherche de facilité du travail humain. Chapitre 9. Les feuilles de parement. Comment expliquer que des feuilles de matière se détachent et parallèlement à la surface du bloc? On pourrait se dire qu'il s'agit d'une réaction au soleil, ou à l'eau, ou bien à l'air, mais on ne l'observe pas dans les carrières. Ça correspond pour moi soit au moulage lui-même, dans lequel l'eau et les bulles d'air remontent, et provoquent donc une différence de dureté, ce qui serait d'ailleurs un argument pour un moulage à l'horizontale, soit ça pourrait correspondre au talochage qui provoque soit une réaction mécanique en surface, soit à l'ajout de matière sur une autre, qui provoque une fragilité entre les deux. Chapitre 10. Les blocs enduits. Je fais la proposition que les blocs ont été moulés en béton grossier puis enduits avec un mortier. En effet, quand un bloc présente des aspérités, il arrive régulièrement qu'il passe de lisse et homogène en surface à rugueux et de différents matériaux. Et très souvent, on voit franchement comme un parement de plusieurs centimètres d'épaisseur. Ça m'évoque d'ailleurs, là encore, un sens de travail, comme au chapitre 1. Chapitre 11. L'espace de travail. Si mon hypothèse est correcte, alors on devrait observer pour chaque étage supérieur de chaque mur une surface de travail au moins équivalente à la hauteur et largeur du mur, de manière à pouvoir mouler l'ensemble. C'est le cas. On l'observe depuis la vue aérienne. On peut supposer également que les murs les plus bas ont été réalisés en premier, et donc il y avait suffisamment de place. Chapitre 12. Le four. Je pense que je n'aurais pas fait cette vidéo sans cette proposition. Pour un four, il faut bien entendu un combustible, du bois ou bien du charbon. À Sacsayhuaman, on observe des forêts à proximité, j'en vois moins ailleurs. Les ont-ils plantés ? Dans les Andes, l'air est plus rare à cause de l'altitude, mais les vents des hauts plateaux sont souvent très forts et très réguliers. À propos des besoins d'un four conçu pour produire de la chaux, ChatGPT me dit un tirage vertical, diamètre intérieur 60-80, hauteur 1m20, 1m50, parois de 20 à 30 cm d'épaisseur en pierre silicieuse ou argile réfractaire. Combustible, bois sec, température à tenir, 900 à 1000 degrés. Et là, que voit-on ? 3 parois de plus de 1 mètre chacune et 3 canalisations. Une multitude d'espaces cloisonnés. Plusieurs parois permettent une augmentation de l'efficacité d'un four grâce à l'isolation de la chaleur, comme du double ou triple vitrage. L'épaisseur des parois est également importante si on désire augmenter la température à cause de la grande inertie. Des canalisations doivent gérer les fluides, gazeux ou bien de la matière en fusion. Autour d'un tel four, il doit y avoir de quoi préparer, manipuler, recevoir, stocker. 3 mètres cumulés de maçonnerie représentent une inertie thermique énorme. Les pertes deviennent relativement faibles devant la puissance injectée. Un air préchauffé et une éventuelle récupération des gaz de pyrolyse pourraient améliorer fortement le rendement. La pente plein sud, et donc chauffée par le soleil, pourrait amener constamment du vent vers le four. À la question « Quelle est la température maximale de ce four ?», ChatGPT me dit « Dans un système très bien conçu, on pourrait raisonnablement envisager 1200 à 1300 degrés sans difficulté majeure, 1300 à 1500 degrés comme objectif crédible, autour de 1600 degrés dans les zones les plus chaudes si la combustion est très bien maîtrisée, l'air fortement préchauffé et les pertes très faibles. Le travail du métal serait-il envisageable dans ces conditions ? Si ChatGPT a raison, serions-nous si loin de la pierre fondue ? Les canalisations en partie basse permettaient-elles de récupérer du métal ? Ou bien peut-être de souffler de l'air ou de la pyrolyse ? Dans de telles conditions, c'est-à-dire la complexité de l'ouvrage, on peut imaginer bien des choses au-dessus du sol. Chapitre 13. Remarques et questions. Le stuc précolombien est un enduit minéral utilisé pour recouvrir et lisser des surfaces, notamment les murs et les puits, donc il connaissait le four et la chaux.
La présence de l'exploitation pourrait expliquer la forteresse érigée pour protéger la possession ou le bon état du four. Des sacs, plus faciles à transporter que des pierres, l'auraient été à dos d'homme, à dos de lama. On pourrait peut-être estimer l'ordre des constructions des murs en fonction du style ou bien des finitions, puisqu'on voit des similitudes entre les murs proches. Peut-être que le travail s'est étalé sur suffisamment longtemps pour que la technique ou la culture évolue. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils n'utilisent qu'une seule technique, tout comme nous aujourd'hui. Comme dans tout chantier, il y a de temps en temps de la matière en trop, et il faut la mettre ailleurs que sur l'espace de travail. Ça peut être de la matière molle, ou bien encore de la matière dure. La matière molle déposée ailleurs permettrait de comprendre les traces de moulage ailleurs que sur la forteresse. À ce propos, il y a eu un prélèvement, échantillon numéro 9, qui montre que la supposée roche-mère a les mêmes caractéristiques que les blocs. Mais étant donné ce dont je viens de parler, à propos des dépôts de matière, et la proximité du four de cet échantillon, je pense qu'on peut remettre en question cet argument. Surtout que, si tout le haut de la colline a été raboté pour recevoir l'édifice, alors difficile d'imaginer laisser une masse de matière dans un coin. Il me semble que beaucoup de blocs présentant des trous dans lesquels on peut caler des pieux peuvent être suspendus et permettre le moulage des pierres à la verticale juste en dessous. De quoi faire la jonction entre le haut et le bas ? Et s'ils en avaient les compétences, alors pourquoi n'ont-ils pas tout construit à la verticale ? À la question pourquoi de tels efforts, je répondrai que ramener des rochers de plusieurs tonnes provenant de plusieurs kilomètres paraît quand même plus difficile. Les bâtiments près de la carrière servaient peut-être à stocker la poudre avant de l'envoyer dans le four, ce qui montre que peut-être certains grattaient la roche pendant que d'autres faisaient les voyages. À propos de la ville de Cusco, s'ils savaient mouler la pierre, alors pourquoi ne pas mouler les assises de pierre de la même façon, c'est-à-dire parfaitement plutôt qu'avec de petites pierres ? Je propose l'hypothèse que si un mur est réalisé ailleurs, alors faire des empreintes avec de petits moules semble plus pratique pour la manutention. On moule au sol, on apporte les empreintes à l'exploitation, on ramène le tout sur place. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ils préféraient peu de manutention pour les assises de pierre et une manutention plus grande pour les autres. Mais au moins ça montre un traitement différent pour l'assise, qui je pense ne trouve pas d'équivalent pour la pierre taillée. Dans une carrière, quand on voit deux empreintes rectangles de blocs côte à côte, c'est peut-être deux personnes qui ont bossé ensemble et qui n'ont pas voulu se déranger l'une l'autre. Dans les carrières, j'ai l'impression que les protubérances ne sont là qu'en présence de surfaces verticales travaillées, ce qui permettrait de supporter l'outil. Et ici, on peut voir de la brillance en partie haute, le bouton étant en bas, peut-être qu'on appuyait sur celui-ci plutôt que de tirer dessus. Des pierres sombres de Sacsayhuaman ont été utilisées pour la cathédrale de Cusco. Peut-être qu'elles ont servi à construire le four, étant donné qu'elles forment un ensemble arrondi. Peut-être que cette porte a été réalisée après, étant donné que les murs hypothétiques correspondraient. Ça expliquerait cette impression de blocs découpés au niveau de la porte. Dans ce cas-là, le deuxième étage a peut-être été réalisé suffisamment longtemps après, puisque les portes ont l'air de ne pas avoir été modifiées. D'ailleurs, la pierre qui fait le bord de la porte semble être une ancienne jonction de mur, preuve d'un déplacement. Ça expliquerait la pierre cylindrique juste à côté, juste là pour combler un trou trop difficile à fermer par le gros bloc. D'ailleurs, il n'a pas de protubérance et sa surface semble parfaite comparée à ses deux voisins. Témoin d'une pause plus tardive ? Je viens de trouver une troisième pierre ayant sa forme en L inversée. Ça fait 2 fois qu'elles sont proches d'un bricolage. Peut-être qu'à l'origine, elles avaient une forme normale. Je suis tombé sur cette photo qui me montre qu'il est fort probable que la roche grisonne avec le temps, puisque j'imagine mal que ceci soit un dépôt de matière. Reste à voir en fonction de quoi la roche grisonne. On pourrait peut-être s'en servir comme moyen grossier de datation. Je pensais au début que certains blocs de la carrière avaient été usinés et la roche se serait effondrée ensuite. Si c'est le cas, alors on peut donc constater, en fonction de l'horizontalité des empreintes de blocs, si un prélèvement a eu lieu après une chute.